Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode de MMA Time. Alors au programme aujourd'hui, on va revenir sur les combats de l'UFC Fight Night 82, sur John Jones Cormier qui a été annoncé pour le mois d'avril pour l'UFC 197, et dans une troisième partie, on attaquera les World MMA Awards puisqu'on est en période de César et d'Oscar. Une récompense, Donc, absolument. Ouais. je te laisse présenter le premier sujet. Alors, le premier sujet, c'est l'UFC Fight Night 82 qui a eu lieu ce week-end à Las Vegas. C'était une carte, somme toute, assez moyenne. Je lui donne 6 sur 10 moi en note générale. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, une petite note, c'est un 6 sur 10, pas plus. Agréable pour certains combats. Enfin, disons que les combats étaient intéressants et agréables. Ouais, Et finalement, ça manquait juste de nom ou d'excitation avant, en fait. bah, la carte a été sauvée par le dernier combat, selon moi, le main event. Mais on y reviendra en détail. Donc, on va parler après de 8 combats, ouais, 7-8 combats. 8. 8 combats. On va commencer par le combat entre Johnny Hendricks et Stephen Thompson, donc le main event, qui a vu la victoire de Thompson par KO. On va ensuite revenir sur le combat entre poids lourds de Roy Nelson et Jared Rosholt. Et enfin, on va parler de 5 autres combats qu'on détaillera au fur et à mesure. Donc on va commencer tout de suite par Johnny Hendricks et Stephen Thompson en welterweight. Je te laisse prendre la parole. Ouais. Alors moi, en fait, je vais commencer le combat par la fin. Je vais m'intéresser à la conférence de presse post-fight. Le combat en soi, il est incroyable, il est magnifique. Thompson, comme tu l'avais dit très justement, c'est vraiment la version aboutie de Sage Northcutt. Il a fait ce qu'il avait à faire, il s'est préparé exactement pour quelqu'un qui allait tenter de le mettre dos à la cage, de l'amener au sol. Il a très bien géré la distance, et il est facile, il est agile, il est beau, il est élégant, il a toutes les qualités qu'on veut et les superlatifs qu'on peut lui donner en ce moment. Ce qui m'a plus choqué, c'est la conférence de presse post-fight où tu as Hendrix en fait qui explique que finalement il n'arrivait pas à cerner Thompson dans ses déplacements, qu'il n'était pas prêt à son style de coup de pied, qu'à chaque fois qu'il voulait aller lui mettre un coup de poing, il était déjà deux pas d'écart, pardon, il s'était sorti de l'affaire. Et il expliquait qu'en fait, il s'était entraîné avec des sparring partners qui ressemblaient à Thompson, mais qui n'avaient pas finalement eu le changement de garde qu'a Thompson. Et t'as l'impression qu'il a énormément perdu d'énergie sur la weight cut et donc la perte de poids, pardon, parce que la dernière fois il n'avait pas pu se battre contre Tyron Woodley. Donc t'avais l'impression qu'il a mis toute son énergie dedans et que finalement il y a eu un manque de préparation technique. Il savait à peu près comment lire idéalement, c'est-à-dire qu'il allait avoir un combattant qui allait être très bon pied et point, qui allait pas l'emmener au sol, ça il le savait. Mais il a été complètement dépassé par le changement de garde. La vitesse de coup de pied, la rapidité de déplacement de Stephen. Donc ça m'a un peu interloqué en me disant voilà, t'as mis toute ton énergie sur la weight cut, ce que je peux comprendre, mais si c'est si difficile pour toi à ce niveau-là de la faire, monte d'une catégorie parce que t'as peut-être plus effectivement ta place. Ouais, en welterweight. Ouais. Écoute, d'un point de vue technique, puisque là on parle, avant de parler des conséquences de la victoire de Thompson, on parle vraiment d'un point de vue technique du combat. Comme tu as dit, ouais, d'une fluidité, d'une rapidité, d'une souplesse, d'une élégance. Et d'une aisance aussi. Et d'une aisance, Thompson absolue. Thompson, c'est quelqu'un, je crois, qui est invaincu dans sa carrière de kickboxer. Il a 16-0 en kickboxing. 16-0 en professionnel, ça, non Mmh. Ouais, et je crois qu'il a 67-0, si je dis pas de bêtises, si tu rajoutes les combats amateurs en kickboxing. Donc c'est quelqu'un qui, est vraiment, qui a un background exceptionnel en kickboxing. Mais d'un point de vue technique, donc il était largement dominateur. Il a cette posture de karatéka. Complètement de profil, avec ses gardes changeantes. Alors un coup la jambe droite en avant, un coup la jambe gauche. Il a toute la panoplie. Il garde toujours l'adversaire en ligne de mire. Absolument. Contrairement à des kickboxers ou des combattants de Muay Thai. Ouais, il a cette posture changeante et il a toute la variété, toute la panoplie de coups de pied. Le side kick, le low kick, le middle, le high, enfin tous, le wheel kick. Il a vraiment tous les coups de pied. Je pense que c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur actuellement au niveau juste des pieds. Je parle vraiment simplement des pieds du monde du MMA. Donc il avait cet avantage-là. Toi, tu dis que Johnny Hendricks n'était pas préparé. Et En fait, c'est pas qu'il n'était pas préparé, mais c'est pas ça, c'est que dans sa conférence de presse, ouais. il a dit lui-même j'étais pas prêt, il a un peu blâmé son sparring partner, il a dit qu'il se passait pas la même chose qu'à l'entraînement. Tu peux pas reprocher à ton sparring partner de pas avoir le niveau de C'est exactement là où j'allais en venir. T'as tout à fait raison. En fait, je pense que c'est un style qui n'est pas
qu'on ne peut pas reproduire. Comment est-ce que tu veux imiter? C'est comme si tu disais je vais m'entraîner et je vais avoir le niveau de Zidane, ou c'est pas possible. Tu peux pas reproduire cette qualité-là. Tant que tu n'as pas affronté Steven Thompson, tu ne sais pas ce que c'est. Tu peux essayer vaguement de faire quelque chose qui ressemble un petit peu à Steven Thompson, de l'aisance au niveau des coups de pied, une garde, un petit peu pareil de profil et tout. Mais c'est absolument impossible, tant que tu n'as pas affronté Steven Thompson, de reproduire ça à l'entraînement. Je suis d'accord avec toi, mais pour avoir écouté brièvement le podcast de Tyron Woodley, The Morning Wood Show, Ouais. il t'explique en fait le sparring partner, c'est à toi de le payer pour le faire venir. Et on le voyait dans la vidéo qu'on avait postée précédemment sur Facebook de la semaine des combattants. Steven Thompson, il a fait venir un lutteur du Canada, alors j'ai pas son nom, Matt Miller, qui est spécialiste de lutte. Donc visiblement, il a mis les moyens pour se préparer. Et puis avec son père, qui est son head coach, ils avaient mis vraiment une vraie analyse du combat. Ouais. Là, Tyron Woodley disait visiblement, il n'a pas assez payé ou pris quelqu'un assez bon en sparring pour l'aider. Et il faut des fois ne pas hésiter à mettre les moyens. Bien sûr, Comme par exemple, Kelvin Gastelum avait eu des problèmes à l'époque sur ses weight cuts. Et il avait recruté Mike Dolce, ça s'était bien passé. Et après, il n'a pas voulu mettre l'argent, il l'a pas eu. Et ça a donné le combat face à Tyron Woodley où il était en surpoids. Et il a dû payer une amende et donner la moitié de son salaire. Et Woodley avait refusé. Woodley avait refusé. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Jamais personne ne sera le parfait miroir de Thompson dans l'entraînement. Mais est-ce que tu peux pas aussi essayer d'avoir le meilleur sparring possible pour t'amener dans les conditions idéales le jour J? Effectivement, là-dessus, il aurait peut-être pu essayer de prendre, pas forcément même quelqu'un qui soit welterweight, quelqu'un de n'importe quelle catégorie, mais qui puisse un petit peu reproduire cette aisance, cette fluidité au niveau des pieds. Donc Steven Thompson, sur ce combat, il est absolument parfait, il a tout fait, il a géré la distance, il a géré ce fameux contre-rythme dont on parle, le off-beat. En fait, c'est dès que Johnny Hendricks se lance pour une attaque, il a déjà Steven Thompson sur sa route qui lance un coup de pied, qui lance un direct ou un jab et qui recule immédiatement. Ou à l'inverse, dès que Hendricks a fini son geste, et souvent dans le vent d'ailleurs, parce que souvent Thompson est tellement vif, tellement rapide, et c'est à ce moment-là que Steven Thompson connecte. Donc ce hors-rythme, ce off-beat, il a réussi absolument à le maîtriser et à le matraquer pendant tout le combat. Et puis il a été patient. Quand on a vu le combat ensemble, toi tu m'as fait la réflexion, il te fait penser à Conor McGregor au niveau de l'aisance, de la précision, et pas forcément la puissance. Coup de poing, ouais. Il connecte toujours. Voilà, il ne fait... Alors, excuse-moi de te couper la parole, mais juste, en fait, il te met pas de coup de poing à perte. Il perd pas d'énergie à lancer un énorme coup de poing qui va pas toucher sa cible. Tu vois qu'il met pas énormément de puissance, mais ça tape son jab ou les crochets touchent toujours leur cible. Voilà, absolument. Très précisément, c'est œil ou nez. C'est un des deux à chaque fois. La précision de ses coups est chirurgicale. Et il base pas du tout sur la puissance, il base vraiment sur l'efficacité de la précision. Et ça, c'était intéressant de noter. Tu avais fait la remarque. Et ce qui est d'autant plus intéressant, en fait, et qui donne de valeur à sa victoire contre Hendricks, c'est quand même quelqu'un, Hendricks, qui a fait en 2014 10 rounds face à Robbie Lawler. Ouais. Il a un vrai palmarès. Il a affronté GSP, c'est pas n'importe qui. C'est juste sur les 8-12 derniers mois qu'il est en perte de vitesse. Certains disent que c'est depuis les mauvaises langues, que c'est depuis que l'UFC a renforcé les contrôles antidopage, que Hendricks est en perte de vitesse. Et il y a aussi le fait de ne plus avoir les IV, enfin les... Ah oui, les intraveineuses. Les intraveineuses pour se réhydrater après les weight cuts. Et ça doit aussi énormément jouer pour lui, parce que c'est quelqu'un qui en souffre énormément. Et par exemple, Chad Mendes te disait qu'il en avait souffert un peu dans le combat pour Frankie Edgar, parce que c'était la première fois qu'il se passait de ce système-là. Ouais. Donc il faudra le revoir, Hendricks, mais là, Thompson devient aujourd'hui clairement numéro 4. Ouais, absolument. Il a pris la place d'Hendricks, si je dis pas de bêtises. Ouais. Hendricks était numéro 4 avant le combat, et Thompson, de par sa victoire, a pris la place au classement d'Hendricks. Mais donc, ouais, là, on a parlé un petit peu de l'aspect technique, on pourra y revenir parce que c'était tellement beau. C'est un combat qu'il faut absolument que vous voyez, il dure 4-5 minutes, il dure même pas l'intégralité du premier round. Ouais. Mais il est à voir, vraiment, d'un point de vue... c'est un des plus beaux combats de ces derniers mois. Et en tout cas, une des plus belles performances, parce qu'en face, il n'y avait pas grand-chose. Hendricks n'était pas dans un grand jour. C'est presque pour dire, en fait, pour les gens qui ne connaissent pas trop, c'est simple, c'est quasiment un Zinedine Zidane, entre guillemets, du MMA. C'est-à-dire qu'il ne te fait pas de coups superficiels et il est élégant. Ouais. Il est sobre. Alors, les coups de pied ne sont pas sobres parce que c'est des beaux coups de pied. Ouais, c'est spectaculaire, mais il les met jamais gratuitement. C'est efficace, ouais. C'est efficace, c'est pas un manque de respect de l'adversaire. Il y va parce qu'il faut le mettre à ce moment-là dans le bon timing. Et il est très élégant, très fin comme combattant. Et donc, ça, c'était l'aspect technique. On a dit qu'on voulait aussi revenir sur les conséquences directes. Tu as dit que c'était Thompson qui devenait le numéro 4. On peut commencer par Thompson. Mais moi, non, en fait, on va commencer par Hendricks. Je préfère commencer par Hendricks. La position d'Hendricks désormais dans la division
est en péril. On va dire que c'est un combat qui était charnière. C'était pas aussi important que pour Thompson. Thompson devait vraiment marquer le coup, devait vraiment saisir cette opportunité que lui avait offert l'UFC. Clairement, Mais pour Hendricks, c'était quand même très important. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas combattu. il est clairement plus en lice pour affronter pour moi des top 2 ou 3 combattants. Voilà, il Là, redescend par exemple, en fait d'un échelon. il y a deux situations. Soit tu lui donnes quelqu'un de jeune comme Kelvin Gastelum, qui a des choses à prouver, qui revient aussi dans une situation difficile, et tu fais un combat entre deux combattants qui ont des choses à prouver, mais moins bien classés pour Hendricks, parce que ça n'aurait pas de sens de lui donner des adversaires au-dessus de lui. Soit tu prends quelqu'un comme Patrick Coté, tout simplement, qui est sur une très bonne série, et qui revient avec l'âge, ça peut être intéressant. Absolument, ouais. Pour Hendricks, de toute façon, tu l'as dit, il peut plus affronter de top contender. Pas pour le moment, en tout cas. Il faudrait une victoire comme quelqu'un face à Et là, Gastelum. il y a ou un autre. au moins 5 combattants juste de tête là, qui me viennent en tête, qui sont devant lui. Évidemment, le champion Lawler, Condit après sa performance à l'UFC 194. 94, c'est ça? Ouais. Rory McDonald, Tyron Woodley et désormais Steven Thompson. Ça, c'est les 5 noms qui sont clairement devant lui. Ensuite, on peut en ajouter d'autres, mais Hendricks faisait partie de cette élite, c'est la crème de la crème normalement de la division. C'était le dernier champion avant Robbie Lawler. Certains même disaient qu'il avait battu Robbie Lawler lors du rematch. Donc lui, il était dans une situation où il ne pouvait éventuellement que descendre. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Il est en train de descendre. Il a raté ses weight cuts. Il y a eu les blessures. Et là, désormais, il a perdu contre Thompson. Donc ça lui laisse dans une position vraiment, vraiment instable dans la division. Il faut qu'il se reconstruise. Pour moi, c'est simple. Enfin, il n'y a pas un énorme débat à faire. Il faut qu'il aille prendre des Demian Maia, des Gunnar Nelson, qu'il affronte ces gens-là. Et si effectivement il arrive à avoir une victoire contre eux, là, ça va lui redonner un peu de crédit, de confiance. Peut-être et qu'effectivement, il pourra ouais. rebondir pour aller plus haut. Mais Il déjà, doit reconstruire une il série doit de aller en victoires. bas. Après, concernant Thompson, tu me donneras ton avis. Lui a demandé un title shot. Je trouve que c'est pas que c'est pas mérité parce que son combat est exceptionnel. Mais pour moi, il y a aujourd'hui, et c'est ma lecture et mon sentiment, et les gens peuvent ne pas être d'accord avec moi, mais je vois d'abord le rematch qu'on dit contre Lawler à l'UFC 200, même si Tyron Woodley, on lui a proposé On lui avait promis, ouais, et qu'on lui avait promis le title shot. Pour moi, justement, il doit y avoir à l'UFC 200 aussi le combat entre Tyron Woodley et Thompson pour faire clairement apparaître entre les deux le futur qui affrontera soit le vainqueur de Condit ou Lawler. Et là, ça légitimerait et Tyron Woodley qui... Il te dit qu'il est légitime parce qu'on lui a promis. Je suis d'accord. Ouais. Mais quand tu regardes ses derniers combats, Hendricks, il ne le combat pas parce qu'il est forfait sur abandon à cause du problème de weight cut. C'est que Gastelum avant qui bat. Moi, je l'aime beaucoup, c'est un de mes combattants préférés, mais il n'est pas très bien coté, il est 8e ou 9e. Donc, si tu veux vraiment que légitimement Tyron Woodley ait une chance de combattre pour le titre et que ce soit indiscutable et qu'on ne puisse pas revenir sur la promesse, mets-lui Thompson en face. Si Thompson, tu lui donnes Tyron Woodley qui le bat, pareil, il sortira d'une victoire face une sorte de demi-finale. C'est une vraie demi-finale. Il sortira d'une victoire face à Johnny Hendricks. S'il bat Tyron Woodley, il est totalement légitime. Et juste en dessous, je mettrais des deux pour cette demi-finale. Je mettrais Rory McDonald contre Demian Maia. C'est ce que j'allais dire, c'est le nom qui me vient en tête. Moi. Un autre combattant très méritant, c'est Demian Maia. Ouais. Demian Maia ou Gunnar Nelson. Et je les mettrais juste en dessous, ceux-là, tu vois. Et je ferais d'abord la demi-finale. Et on a besoin de revoir le combat qu'on dit Lawler. Pas parce que tout le monde, c'est la mode des rematchs. Parce que simplement, sur ce combat-là, et pour une fois... les gens sont partagés à 50-50. Oui, c'était Lawler, non, c'était Condit. Donc, vu que c'est pas clair, moi et toi, par exemple, on penche clairement pour Condit, mais ça me choque pas non plus aujourd'hui que Lawler ait gardé son titre, c'était pas choquant, mais ouais, c'est pas parce que je suis supporter de Condit. On pensait quand même que Condit avait gagné. Mais je pense que pour bien clarifier les choses une dernière fois, remettons le rematch à l'UFC 200, c'est magnifique en plus comme combat sur la guerre de l'UFC 200, mais à l'UFC 200, Thompson contre Tyron Woodley, ça va être génial. Et après, les deux vainqueurs se croisent pour un title shot. C'est la catégorie de poids la plus dense de tout l'UFC. En fait. C'est pour ça que j'en reviens à Hendricks, mais c'est pour ça qu'Hendricks est dans une situation difficile. C'est aussi parce que c'est cette catégorie-là. S'il avait perdu dans une catégorie où il n'y avait pas grand monde, pas grande concurrence, c'était pas si grave, mais là, dans cette catégorie où la moindre défaite te fait vraiment chuter, et le niveau général est très élevé, c'est le plus élevé de l'UFC. Là, c'est vraiment difficile pour lui. Donc Thompson, moi, je le vois à 2 combats de title shot. Ah, donc t'es encore plus dur que moi. Une victoire encore de ce calibre aussi impressionnante contre un vrai contender,
contre Rory par exemple, ou contre Woodley, ou Terre. contre qui que ce soit. Et ensuite, confirmer contre un Condit, peu importe après qui sera champion au moment des faits, avant vraiment de se lancer dans un title shot. C'est selon moi, parce qu'il n'a pas affronté grand monde avant Johnny Hendricks. Il avait Matt Brown contre qui il avait perdu. Il avait aussi un très beau combat contre Patrick Coté. Mais à part ça, il n'y avait pas non plus un tableau de chasse ultra. C'est pour ça qu'à mon sens, il peut pas légitimement demander tout de suite le title shot. C'est pas, enfin, il m'a convaincu hier. Il a 31 ans ou 32, je crois, donc effectivement, le temps va presser pour lui. Enfin, pas va presser, mais il va falloir lui donner dans les 2-3 combats qui arrivent s'il confirme. Mais moi, je suis d'accord avec toi largement. Qui combatte encore une ou deux fois, qui fasse beaucoup d'éclat. À la limite, voilà, je ce serais sera d'accord avec toi indiscutable. si il fait un nouveau coup d'éclat, une nouvelle performance ici extraordinaire dans son prochain combat, ça peut légitimer un title shot immédiat. Si vraiment il est à ce niveau de domination de performance, ça serait quand même difficile et cruel de lui dire non, tu mérites pas de title shot. S'il bat quelqu'un d'un niveau d'Hendrix, encore avec la manière. Donc voilà pour, Ouais, ce pour combat-là. le main event, De le toute façon, combat. c'était facile. Tout le monde avait choisi Johnny Hendricks en général, et comme toi, sauf Moi, les j'avais- gens intelligents comme moi qui J'avais Thompson. pronostiqué la victoire d'Hendrix. Hein. Mais là, on va pour moi passer au combat le plus ennuyeux de la soirée. Ouais. Roy Nelson Rochold. Là, ouais. Je te Accrochez-vous. laisse dire deux mots parce que de toute façon, je crois qu'on va même pas en dire beaucoup plus. Tellement c'était ennuyeux. Pour vous dire à peu près de quel type de combat il s'agit, c'était C'est une femme enceinte de 8 mois. ouais, il y avait un homme enceinte de 8 mois contre un vieillard mal dégrossi. Et il y avait donc deux combattants qui étaient dans une telle situation que, à la fin du premier round, ils n'arrivaient pas à noter le round. Ils ne savaient pas s'ils l'avaient emporté ou pas. C'est à ce niveau, c'est à ce degré de combat qu'on est arrivé. Les deux ont demandé à leur corner respectif, à la fin du premier round, est-ce que j'ai ce round dans la poche? Donc c'est pour vous dire que personne ne savait ce qui se passait. Il y avait un attentisme fou. Les échanges étaient. Clairement, Roy s'est pas fatigué sur ce combat-là. Non, il a dit, comb- moi, je vais aller en 5 rounds. il a combattu intelligemment, il s'est pas fatigué. Il y avait pas de rythme, c'était mou, c'était lent, et bon, bah, il a gagné au point. Et Voilà, merci, au revoir. il s'est absolument rien passé. Un attentisme. Roy Nelson est dans une position très très basse sur les appuis. Pourquoi? Parce qu'il voulait absolument éviter les takedowns de Rocholt, qui est un des meilleurs lutteurs de la division. Et à l'inverse, Rocholt craignait énormément la puissance des punchs de Roy Nelson. Donc il a fait que tourner tout au long du combat. Il tournait autour de l'octogone, il tournait. Zéro Je sentiment crois que c'est la d'urgence, première hein. fois que Roy Nelson est sifflé dans un combat. C'est quelqu'un qui normalement est un chouchou du public. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi. Bah parce que c'est un combattant spectaculaire, il a beaucoup de KO à son actif. D'ailleurs, des KO aussi contre lui. Mais normalement, il est pas dans un. Enfin, on n'a jamais vu Roy Nelson Ça dans un coupe combat. qui est spectaculaire. Sa coupe de camionneur avec le mulet, ouais. Mais normalement, il est jamais dans un combat ennuyeux, Roy Nelson. Et là, effectivement, c'était un combat, c'était une purge. Là, pour Mais vous quand dire. il est pas dans un combat ennuyeux, en fait, le problème c'est qu'il se fait martyriser par le combattant en face. Donc c'est pas ce que j'appelle ne pas être un. J'ai l'impression que c'est le faire valoir de l'UFC, c'est-à-dire que il prend un combattant sérieux, il se fait détruire par le combattant sérieux. Et moi, j'ai pas envie de voir le combat parce que ça me gêne et qu'il a pas de répondant. Et comme l'UFC l'aime énormément, que c'est quelqu'un de sympathique, après, il lui donne un combat genre face à Rocholt Ouais. où ils disent il va se refaire un petit peu la cerise, ça va lui permettre de revenir et bah, on s'ennuie. Bah, on s'est ennuyé, Donc absolument. moi, Ouais. je peux comprendre que les gens l'aiment bien, mais. Non, mais c'était vraiment un combat sans intérêt. Mais on parlait déjà de la catégorie poids lourd en se posant des questions la semaine dernière. Ce combat a rien fait pour nous faire changer d'avis. Non. C'est vraiment la catégorie la plus faible de Vivement que l'UFC. John Jones y aille, quoi. Absolument, ouais. On espère que John Jones va y aller et qu'il y a une nouvelle génération de poids lourds qui Non, arrive. mais il y a sincèrement, Francis Ngannou, c'était son premier combat, il va revenir à l'UFC Zagreb. Notre combattant français, Francis Sur, Ngannou. sur la carte de Junior Dos Santos contre Ben Rothwell. C'est la première fois depuis longtemps que je voyais un poids lourd qui est tracé comme un poids lourd à la boxe. Physiquement, il est comme Lennox Lewis. Il a les mêmes trapèzes, il est grand, il est sculpté. Et tu sors de cette espèce d'image qu'on a en ce moment dans les poids lourds De l'UFC. où ils sont tous gros. Ouais, il y a un des manque vrais gros. de qualité athlétique. Mm. Et ils sont lents, ils sont gros. Et Brandon Gibson le disait dans l'interview qu'on a fait. Vraiment, voilà, il manque de qualité athlétique. Et s'il avait raison, comme il le sentait venir, Brandon Gibson, l'entraîneur De John Jones. de John Jones, ce serait intéressant effectivement qu'on arrive à une catégorie de poids lourd plus tracée, plus fin,
plus rapide, plus explosif, pas Ça forcément, redynamiserait un petit peu pas forcément au les combats. sommet du poids, mais vraiment au contraire le poids le plus bas possible Mm. de la catégorie pour avoir des combats plus explosifs, plus intéressants à tous les niveaux, plus spectaculaires. Bon, enfin voilà, on va passer sur ce combat-là. Ouais, ce combat, il y a on vraiment va pas aller grand-chose sur, à dire. celui de Vincent Preux contre Raphaël, Ouais, le Brésilien. Rafael Feijão. Donc je vais juste moi donner deux éléments qui étaient intéressants dans ce combat-là parce que c'est pas non plus la peine à mon sens qu'on s'y attarde trop. Un combat en light Euh, heavyweight, lourd léger. Vincent Preux se blesse à 2 minutes du combat Ouais. au pied, il met un coup de pied sur la cuisse et tu vois immédiatement quand il rabat sa jambe, pas celle d'appui, qu'il s'est fait mal au pied. Donc moi je me dis à ce moment-là super, je vais gagner face à Sweb parce que j'avais T'avais choisi, parié pour voilà. pronostic Raphaël. Le Brésilien a deux coups de pied intelligents dans la jambe puisqu'il vient viser la jambe blessée, ce qui gêne un petit peu au Vincent Preux. Et puis tout à coup, tu sais pas pourquoi, il a totalement arrêté de combattre. Mhm. Et au mérite de Vincent Preux, il a eu une réaction géniale, c'est-à-dire qu'il s'est fait mal. Il a été puisé dans ses réserves, tu le voyais pas dans sa tête au niveau de son visage qu'il avait l'air de trop souffrir, mais tu sentais qu'il était pas à l'aise. Et il a amené le combat au sol. Et à partir de là, il a dominé de manière lente et continue jusqu'à la décision. Ouais, Et, c'était- bravo à lui, visiblement, puisqu'il était Je en crois qu'il était conférence blessé à la cheville, hein. C'est pas au pied, je crois. à la cheville. En tout cas, il est arrivé en béquille à la conférence de presse. Donc Ouais. il avait vraiment quelque chose. Donc tout le mérite lui en Ouais, il a revient serré les dents. d'avoir serré les dents. Et justement, au contraire du Brésilien qui n'a rien fait, qui n'a pas saisi l'opportunité. Absolument, ouais. Ce qui était le plus frappant dans le combat du Brésilien, c'était le manque de volume. À un moment, je crois qu'il a mis. J'ai dû noter le nombre de strikes. Ouais. Il a mis, au début du 13e round, il n'était qu'à 13 coups portés. 13 tentatives de coups portés pour le Non, Brésilien. c'était ridicule. Mais c'est pour ça Donc, que ça. on c'était peut pas vraiment- gagner un combat avec 13 tentatives de coups. À moins vraiment d'un miracle de réussir à toucher là-dessus. Mais au Vincent Pro, il a eu un combat à sa main. Il était assez tranquille. Le seul problème qu'il a connu, c'était la blessure. Mais pour tout ce qui était du reste, avec son passé de lutteur et le combat qu'il a amené au sol, Oui, parce que tu sens que si idéalement il Il a s'était pas contrôlé, blessé, tu sens qu'il serait resté debout. ouais, peut-être, ouais. Parce qu'il commençait à le mettre en difficulté. Mais il a dû se réadapter et changer sa stratégie. Absolument, ouais. Donc ouais, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur ce combat. On voulait enchaîner directement ensuite sur le combat en bantamweight non, flyweight, pardon, entre Benavides et Zach Makowski. Makovsky. Donc je te laisse en dire un mot. Pareil, moi je vais après aller sur les combats un peu plus tard en longueur sur ceux qui nous attendent. Là je vais être très rapide. Conférence de presse, Joseph Benavides dit que c'est à partir du 3e round qu'à la fin tu le vois s'énerver contre l'arbitre en disant c'est déjà la fin du combat parce qu'il commence à se sentir à l'aise. Alors comme d'habitude il est très rapide. Il est beau à voir parce que ça met du rythme, il se déplace bien, il a des bons coups de poing, il est un petit peu comme... C'est un Dominique Rose du pauvre, quoi. Non, c'est Ouais, un TJ un- Dillashaw du pauvre, pardon. Parce qu'avec le changement de mais posture une catégorie en dessous, il le fait très bien. le changement de posture, Mais il a le mis même du temps à entraîneur. rentrer dans le combat. Ça a été un petit diesel et il aurait aimé faire un 5 rounds plutôt qu'un 3 rounds. Et ce que je peux comprendre. Le combat était pas plus plaisant que ça, sinon de regarder son jeu de jambes, son déplacement. Et sur ça, il est très bon. Ouais, bah absolument. Bah, Voilà. comme je te le disais, il partage le même entraîneur que TJ Dillashaw. Et effectivement, on voit beaucoup de similitudes. Dwayne Ludwig, c'est la même école. C'est les changements de posture, c'est les déplacements latéraux, c'est les coups de pied, les high kicks. Et c'est pas que partagé, hein, le même entraîneur. C'est-à-dire que lui, il est de la Team Alpha Male à la Ouais. base, de Uriah Faber. C'est Uriah Faber qui l'a fait venir. C'est son vrai mentor. Mais pour la première fois, et il l'a dit parce que les gens lui ont posé la question avec tout ce qui se passe à la Team Alpha Male. Et d'ailleurs, ça mérite qu'on fasse un sujet dans nos prochains épisodes justement consacré qu'à ça. Il est parti s'entraîner à Jackson Wink Ouais. pendant quelques temps, pendant 2 semaines, je crois. Donc il était avec Brandon Gibson, avec qui on a parlé, et John Jones, Cowboy Cerrone et tout. Il s'entraînait un peu là-bas. Et une fois qu'il avait fait son camp là-bas, il est parti 2 autres semaines avec Dwayne Ludwig s'entraîner. Parce qu'il arrive à un moment de sa carrière où il sent qu'il a besoin de structure pour les coachs et que simplement être entraîné, parce que la spécificité de la Team Alpha Male, c'est d'être entraîné par les combattants. Sans réel entraîneur, depuis que Dwayne Ludwig est parti, il n'y en avait pas avant. Donc il y a moins de structure. Et là, il est reparti chercher des structures un petit peu à droite et à gauche. Et comme il a encore gardé des liens d'amitié avec Dwayne Ludwig et avec TJ Dillashaw, il en a profité. Bah, il y avait une similitude en tout cas claire dans sa manière de combattre. Comme tu l'as dit, il est monté en régime, monté en puissance. On a senti qu'il était beaucoup plus souple, beaucoup plus relâché à partir du 3e round. C'est une performance notable, mais pas non plus extraordinaire. Ça lui permet surtout de garder sa série de victoires. Je crois que ça fait 5 pour lui.
Maintenant, ça le situe où dans la division des poids mouches? Bah, c'est simple, il a appris en conférence de presse, c'était très marrant, il disait bah, maintenant que j'ai battu, je veux le title shot. Et les journalistes lui ont dit bah ouais, mais on vient juste d'annoncer il y a une demi-heure qu'à l'UFC 197, au moment de John Jones et de Cormier, Hmm. il y aura le titre entre Demetrius Johnson et Henry Cejudo. Donc il l'avait un peu là parce que il pensait avoir fait ce qu'il fallait pour revenir. Bah, je suis pas d'accord, il avait pas fait ce qu'il fallait. Lui-même disait je sais pas si vendre un Demetrius Johnson contre moi numéro 3, C'est ça, avec va deux ex- défaites au compteur. ça va exciter les foules, je sais pas. Maintenant, j'ai le sentiment de venir de 5 victoires. Donc, est-ce qu'il me faut encore un combat? Je le prendrai s'il le faut. Henry Cejudo, c'est quelqu'un qui a déjà 29 ans. Il est champion olympique de lutte. Donc, ça fait partie des gens qui sont légitimes avec le japonais Oguchi. Gushi, je veux pas abîmer son nom. Ouais. Ils font partie des trois qui aujourd'hui peuvent venir titiller Demetrius Johnson. Sauf que, comme tu l'as dit justement, il a déjà eu 2 chances. Donc, Il y a eu 2 chances et surtout, je pense que s'il y avait un troisième combat, il se passerait exactement ce qui s'est passé aux 2 premiers combats, pardon, et il perdrait de nouveau. Donc, qu'il construise encore une série de victoires, qu'il essaie de progresser. Lui, il réclamait dans son interview dans l'Octogone juste après le combat, éventuellement une sorte de demi-finale contre Cejudo. Bon, là, le fait est que Cejudo va combattre Johnson. Ouais, Benavidez, il doit encore bosser et encore essayer de se construire. Il devrait peut-être affronter le japonais là, dont j'ai écorché le nom, et comme constituer une demi-finale pour Thompson, pour ensuite éventuellement prendre le vainqueur de Cejudo contre, Ouais, à la limite, voilà, contre exactement. Ouais. Demetrius. Exactement, je crois que c'est tout ce qu'on peut dire sur ce combat. Ouais, là on va enchaîner sur ton favori, McPile contre Sean Spencer. Là, on parlait de mulet tout à l'heure avec Roy Nelson, là, c'est spectaculaire. Hein. Là, c'est la vraie Amérique profonde comme on les aime. Ah, c'est les avec, rednecks dans toute leur splendeur. Ouais. Et surtout, tu sais, la voiture coupée. Moitié 4x4, Ah oui, moitié les décapotable. pick-up. Les pick-up, voilà, merci. Ouais. Non, Donc vas-y, je te laisse ouais, attaquer, sur le combat de Mike Pyle, bah, Mike Pyle, il a 40 ans, hein. C'est un vétéran. Il avait pas été actif depuis un an, je crois. Ça faisait plus d'un an qu'il n'avait pas combattu. C'est quelqu'un qui, malgré tout, continue de progresser. C'est ça qui est paradoxal. Il a 40 ans, mais il continue de progresser techniquement. Il continue de s'améliorer. Il affrontait quelqu'un qui était sur une petite série de victoires, si je dis pas de bêtises, Sean Spencer. Très intéressant comme combat. Ouais, c'est un striker qui surtout est connu pour son volume. Il met beaucoup de volume. Il n'est pas très puissant, mais c'est un combattant qui met beaucoup de volume. Et techniquement, il est bon dans les enchaînements. Tu le voyais, il était. En fait, il était très académique, très respectueux de son plan de jeu. C'était un combattant, un bon élève. C'était vraiment un bon élève, ce Sean Spencer. Mais il est tombé sur le vétéran, Pyle, et qui était quand même plus fluide malgré tout, qui était plus expérimenté, qui a amené le combat là où il le voulait. Les changements de niveau, notamment au niveau de la boxe, c'était parfait. Cette capacité à se baisser, à se relever, à changer d'angle. Moi, j'ai trouvé un Pyle ouais, pour un type de 40 ans qui m'a impressionné. C'était incroyable. La performance qu'il a faite était géniale. Surtout que tu voyais qu'il a commencé à trouver son rythme dans le deuxième et le troisième round. Le premier round, c'était un peu Spencer qui était dans l'activité, qui avait le contrôle de l'octogone. Et une fois qu'il a compris, en gros, la manière de se déplacer et la stratégie de son adversaire, McPile a tout de suite été efficace et il a été vraiment bon. Et tu l'as vu d'ailleurs, enfin, il l'a mis KO sur un spinning back elbow pardon. Sur un coup de coude retourné. Et tu l'avais vu déjà retenter dans le combat 2-3 fois des coups de poing retournés et des coups de coude retournés. Donc il avait déjà préparé ça, tu sentais qu'il voulait l'amener, c'était pas gratuit. Bah, ce coup de coude retourné m'a fait penser énormément au coup de coude retourné de John Jones sur Gustafsson à la fin du 5e round là. Enfin, au début ou au milieu du 5e round, quand Jones vraiment emporte la décision, c'est le moment où il a mis le plus en difficulté Gustafsson. Il n'avait pas réussi à le terminer. Là, Pyle a réussi à terminer avec un barrage de coups, des genoux, des coudes. Il avait réussi à l'attraper au clinch et à le terminer. Mais c'était vraiment un spinning elbow, un coup de coude retourné tout à fait similaire. Et c'était intéressant de le noter. Et bon, Mike Pyle, là, dans la catégorie, en welterweight, ce sera juste un bon petit combattant qui va continuer pendant peut-être quelques années, histoire de... Oui, il l'a dit lui-même, il d'avoir reste plus énormément de temps. Il a des combats où il pourra se faire plaisir, gagner un petit peu d'argent et voilà, et prendre sa retraite. Donc on va passer au combat de Noah de la Hatte contre Diego Rivas. Très intéressant ce combat, à plein de niveaux. Je pense que tu as envie d'en parler comme moi pour... Déjà, aller voir le chaos de ce combat. Alors, en fait, c'était pas le combat le plus attrayant sur le papier. Et puis finalement, le déroulé du combat l'a rendu un des plus beaux combats de la soirée avec Steven Thompson. Ouais, exactement. Ouais. Dans le premier round, on a vu Noah de la Hatte qui a complètement étouffé Diego Rivas grâce au jiu-jitsu et à ses takedowns. C'était un vrai contrôle. Le seul problème qu'il a eu, c'est qu'il était incapable de glisser des coups entre les transitions au sol et les tentatives de soumission, ce qui aurait pu l'aider
pour mettre KO éventuellement Diego Rivas. Et puis retournement de situation incroyable dès l'entame du deuxième round. Le Noah de la va, je crois, pour shooter un takedown. Et Diego Rivas le lit parfaitement bien. Lui met le coup de genou sauté. C'est le deuxième KO qui se prend comme ça. C'est le seul combattant de l'histoire du MMA qui a perdu sur 2 KO avec coup de genou sauté. Non, pas consécutif, mais dans l'histoire du MMA. Il n'y a personne qui en a pris 2 et qui a perdu comme ça avec 2 coups de genou sautés. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que non seulement là, il prend un coup de genou, il était KO pendant plus de 4 minutes. Donc il y a eu la coupure de publicité aux États-Unis. Il y a eu l'annonce du juge où Diego Rivas était seul sur le ring et lui, il était encore allongé KO. Il a réussi à se relever, tout le monde avait super peur, les journalistes pensaient qu'il était à moitié mort ou qu'il était pas blessé parce qu'il avait ses membres visiblement qui sont un petit peu tordus. Ouais, il était complètement crispé. Et il est allé à l'hôpital et finalement tout va bien, aucun souci, pas de commotion cérébrale, rien, c'est pas de incroyable. mâchoire cassée. Il faudrait que vous ayez voir il a un décollement de la rétine en fait pour le poke. Il s'est pris un doigt dans l'œil en tout début de round où il a eu 5 secondes d'arrêt par le juge et finalement, tu prends le plus gros coup de genou de l'histoire et tu ressors avec un décollement de la rétine pour un. Ouais, c'est paradoxal. Ouais, c'est très paradoxal. Mais donc, allez voir le KO, il est ultra impressionnant. Un coup de genou, vraiment menton, et surtout, encore plus que visuellement, c'est au niveau sonore qu'il est impressionnant. On entend un bruit, mais fou. Donc, ce combat, ce qu'il faut savoir des deux combattants qui s'affrontaient, c'est que Rivas, il sortait de TUF Latin America. Donc, c'est un striker, c'est un combattant assez honnête. Qui a besoin de progresser au sol, mais qui est pas mauvais. Donc il a fait la première saison de TUF Latin America. Et Noah de la Hatte, c'est un combattant qui avait un état d'esprit particulier parce qu'il a dit « Je préfère d'abord commencer à m'entraîner en jiu-jitsu, maîtriser parfaitement mon jiu-jitsu, autant que faire se peut, et après, je vais m'attaquer au MMA au niveau global. » Donc il voulait déjà maîtriser un art avant de se lancer réellement en MMA. Il a la démarche d'un Royce Gracie. Exactement. Il a dit « Je veux commencer comme ça. Je veux d'abord être très très fort dans un domaine, qui sera ma base et qui sera un truc sur lequel je pourrais m'appuyer à tout moment, et ensuite développer d'autres qualités. » Donc ça s'est vu tout de suite. Au premier round, il a maîtrisé de bout en bout. Il a un jiu-jitsu largement supérieur à celui de Diego Rivas, et il n'y avait pas photo. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas cette capacité à conclure au sol. Donc il s'est exposé à ce qui s'est produit en début de deuxième round. C'était ce KO qu'il a subi, parce qu'il n'a pas été capable de conclure et de terminer. Ce qu'on peut noter sur ce combat, c'est quoi ? C'est que c'est un lieu commun, mais c'est que le MMA est très très intéressant parce que il peut tout se passer. C'est l'expression comme ça, on dit toujours il peut tout se passer dans un combat, un coup peut tout changer, mais c'est vraiment ce qui s'est produit dans ce combat. Je suis incapable de dire si techniquement il l'avait vu venir, si c'est juste de l'opportunisme. On ne sait pas ce qui s'est passé. S'il n'y avait pas eu ce coup de genou là, est-ce qu'il aurait quand même gagné le combat ? Est-ce qu'il l'aurait perdu parce que justement Noah de la Hatte. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant sur le retournement de situation. C'est ça, c'est un retournement de situation. Il peut tout se produire. Il s'est produit vraiment un truc improbable. Un combattant qui dominait de manière outrancière, je sais pas lequel des mots est intéressant. Un des deux mots est valable. Et qui prend un coup de genou comme ça venu de nulle part en plein menton en début de second round et de deuxième round et qui perd un KO spectaculaire, un des plus spectaculaires de l'année déjà en cours et même des dernières années. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'on peut dire sur ce combat, mais il vaut le coup d'être vu pour voir le paradoxe. Ouais, on va passer à Mickey Gall contre Mike Johnson. Ouais. Donc juste pour resituer, Mickey Gall, c'est celui qui a été découvert dans Looking for a Fight. Il a demandé à affronter CM Punk, qui est un ancien catcheur qui a signé avec l'UFC. Et ce combat devait déterminer si Mickey Gall l'emportait, si oui ou non il allait combattre contre CM Punk, sinon on allait continuer la recherche de combattants. Donc, le combat en soi, il n'était pas intéressant parce que Mickey Gall arrivait avec 1-0 dans son record pro à l'UFC. Et Mike Jackson, qui rentrait sur une chanson de Michael Jackson, était à 0-0. C'est un podcasteur et journaliste en plus dans la vie de tous les jours. Donc, ils ont quasiment un amateur. Sympa, le combat était niveau sympa. Amateur, Tu t'as senti déjà le coup que l'UFC voulait assurer le coup de Mickey Gall, qui leur plaît et qui voulait pas le mettre en difficulté. Après le coup de Northcutt, de Sage Northcutt, qui a perdu, qui a été aussi un des prospects de l'UFC, un des jeunes prospects. La seule chose, alors Mickey Gall a été très bon dans ce qu'il a fait. Il lui a mis une bonne droite qui a connecté sur le menton. Il allait au sol, il a réussi à lui prendre directement le dos et à faire une soumission. Parfait. Mais tu te rendais compte que voilà, Jackson était très limité et c'était pas un combat plus intéressant que ça. Ce qui était par contre très intéressant, c'est qu'il y avait CM Punk qui était là. CM Punk, il est venu sur scène, tu voyais qu'il
Il avait pas envie de le faire à la base, il Ouais. était un peu gêné sur la réserve et que c'était plus l'UFC qui, pour des problématiques de promotion, ont demandé à ce qu'il soit là. Mick Egal, ils ne l'ont pas annoncé, il était dans son dos, donc il était un peu surpris quand ils ont annoncé que CM Punk était là pour faire un face-à-face. Il n'y a pas eu du tout de face-à-face, les deux sont parlé. Ouais, il y a beaucoup de respect, Beaucoup de respect, ils ont souri, ils étaient gênés. C'était finalement sympathique comme image parce que c'était pas de trash talking, pas de regard de tueur. Non, pas du tout. Les deux se disent finalement, c'est même pas qui on va affronter parce que CM Punk, tu l'as jamais vu combattre, donc tu sais pas ce qu'il va être capable de proposer. Mick Egal, tu l'as vu sur ces deux combats, mais c'était deux combats rapides face à des gens vraiment inexpérimentés, donc ils ont pas vraiment ils vont pas pouvoir faire de vidéos pendant des heures pour débriefer et voir comment mettre à mal leur adversaire. Ouais, pas du tout, ouais. Bah, c'est le seul truc qui était un peu intéressant, effectivement, c'était de connaître enfin l'adversaire de CM Punk. Tout le monde voulait savoir, on va voir. Ça Je devrait sais pas ce que arriver ça va pour, donner. l'UFC Je sais que CM Punk, 199 ou 200. CM Punk voulait l'UFC 200. Dana White veut plutôt l'UFC 199. On va voir ce que ça va donner, mais c'était la seule réelle nouvelle de ce Mais combat. Hein. pour moi, il faut pas avoir peur d'aller sur cette carte de l'UFC 199 parce qu'elle est déjà très excitante avec le recall de Weidman 2. Qui est Ouais, annoncé. ouais, mais Donc c'est pas parce que. juste Non, mais avant l'UFC 200, je c'est. suis d'accord avec toi, mais Ou juste après, ça même sera Rockhold pas... qui avait dit je suis prêt, enfin moi j'ai envie d'aller à l'UFC 200 et souviens-toi, il avait dit je veux tout sauf faire. Le 199. Ou le 201. Il a accepté d'être sur le 199. Et maintenant que Weidman et Rockhold sont là, si tu construis une carte avec en plus CM Punk et Mick Egal et tu mets un autre combat, c'est Ouais, une ça carte sera qui a une quand carte même une belle intéressante, tête. ouais. Enfin, Ouais. moi je veux dire, elle est plus vendeuse que Hendricks contre Thompson à l'origine, qui s'avérait être un très beau combat. Ouais. Mais ça, c'est plus attrayant, ça a plus d'appel pour les fans. Weidman contre Rockhold. Ouais, bah, ça peut être une carte intéressante, effectivement, s'il se greffe dessus. Bah, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur l'UFC Fight Night On va 82. juste terminer avec Artem Lobov. Ah, tu voulais en parler? Vas-y, ouais. Non, mais simplement dire, pas le débriefer, mais dire que c'est dommage. Encore une fois, on a manqué le vrai Artem Lobov qu'on a vu dans The Ultimate Fighter. Ouais. Pour la première fois, il avait une garde pendant les 2 premières rounds d'ennemis. Ouais. Donc ça ressemblait pas à son D'habitude, style. il a les bras ballants. Il a les bras ballants comme il l'était en fin de combat, sauf qu'en fin de combat, il était tellement épuisé qu'il mettait des overhooks, des coups de poing par-dessus la tête, qui étaient à l'inverse et à l'instar de Thompson, Ouais. qui étaient sans aucune précision, qui étaient dans le vent. Voilà, donc c'est épuisé. Donc sur nos pronostics, eh ben, il y en a 4 points pour toi et Ouais. 6 pour moi. Sur un total de combien? Sur un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 combats. 6 sur 6, t'as fait? Non, pardon, attends, excusez-moi, j'ai fait 1, 2, Il 3, commence déjà à mentir, là. Hein. 4, 5, 4, pardon. Je me suis rajouté un point. Mais 5, c'est pas grave, parce mais qu'on ça- va continuer en tout, toute il y avait l'année quoi? de toute façon. Il y avait 8 combats, c'est ça? Il y avait 8 combats. Donc 5 et, sur 8 pour toi et 4 sur 8 pour moi. Ouais. Ok. Donc t'es assez faible. Ah, ok, t'as mis 6, hein. Non, Mais finalement, c'est 5. C'est Ok. 5, mais j'ai Moi, si tu me permets, pour conclure, ce que je voulais dire sur la soirée elle-même de l'UFC Fight Night 82, c'était qu'on avait eu des combattants très précautionneux. Ils craignaient le point fort de leur adversaire. Ils ont combattu, non pas en fonction de leur propre qualité, mais en fonction des qualités de l'adversaire. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas vu un super événement. À l'avenir, j'espère que ça va servir de leçon aux autres combattants. C'est qu'il faut vraiment miser sur ses propres qualités et pas craindre celles de l'autre. Ce qu'a fait Steven Thompson. Steven Thompson, c'est exactement ça. Il a évidemment compté sur la lutte de Hendricks. Il en a tenu compte. Mais il n'a pas du tout retenu quoi que ce soit. Il a pas du tout. Il a joué son propre jeu. Ouais, ça l'a pas empêché de faire son jeu avec son propre game plan. Donc je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur le UFC Fight Night 82.